Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Alors, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Ce sont les deux mots peut-être qu'on entend le plus, les deux mots nouveaux qu'on entend le plus en ce moment. Est-ce qu'au contraire, il faut tout faire pour que la France soit dans la course? Clairement, le rapport remis aujourd'hui au président de la République plaide pour la deuxième option, et le président de la République, lui aussi. On parle de doubler les salaires pour les jeunes chercheurs, par exemple. On parle d'attirer les géants mondiaux, et IBM vient d'ailleurs d'annoncer qu'il allait recruter 400 ingénieurs en France. Investir dans un super calculateur. Voilà quelques pistes dont on va parler avec vous évidemment au 3921 et avec Notza Boudjema. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, chercheuse en intelligence artificielle, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, je crois. Directrice de l'Institut Dataya, qui a été cité d'ailleurs par le président de la République tout à l'heure. Et puis Benoît Georges, bonsoir à vous. Bonsoir. Journaliste aux Échos, spécialisé dans l'intelligence artificielle. Donc un journaliste spécialisé dans l'intelligence artificielle, ça existe aussi. Je voudrais qu'on soit très clair pour commencer. Qu'est-ce qui dans ma vie aujourd'hui quotidienne relève de l'intelligence artificielle? Allez-y. Qu'est-ce qui est dans votre vie aujourd'hui? Déjà, des petits objets qu'on voit. Typiquement, vous utilisez votre téléphone. J'imagine que vous avez un smartphone. Oui. Si vous avez un smartphone, vous avez, par exemple, si vous avez un Apple, ça s'appelle Siri. Si vous avez un Google, ça s'appelle Google Assistant. Tous ces outils qui permettent de parler. Vous parlez, on voit de plus en plus de gens qui dictent leur SMS, qui parlent à leur téléphone. Ça, typiquement, ça n'est possible que par les progrès récents de l'intelligence artificielle. C'est la reconnaissance de la parole et le traitement naturel du langage. Ce sont deux domaines qui sont rattachés à l'intelligence artificielle. Ça, c'est un exemple. Si vous utilisez Netflix ou un autre site de vidéos à la demande qui vous recommande des vidéos qui sont susceptibles de vous plaire, dans les outils de recommandation, il y a aussi des portions d'intelligence artificielle pour faire un choix, pour prédire ce qui va vous convenir le plus. Oui. Notza Boudjema, Oui, vous avez envie d'en ajouter? Tout à fait. Les algorithmes dont on parle pour la recommandation, effectivement, exploitent des données de préférence personnelle pour adapter des choix, pour faire des recommandations personnalisées. Et donc, dans ce sens-là, c'est très intéressant. On peut faire de la recommandation du contenu culturel personnalisé, mais on peut aussi faire de la médecine personnalisée. C'est-à-dire adapter un traitement à un patient pour qu'il soit plus efficace et pas des traitements en particulier. Là, on peut citer le domaine de l'oncologie, par exemple. Donc de la cancérologie, oui. Absolument. C'est bien plus efficace de personnaliser non seulement la composition, mais aussi le dosage. Et ça, c'est mieux par une machine Absolument. que par un homme? Parce que la masse d'informations à traiter est trop importante, voilà, c'est ça? Voilà. Donc l'IA, très clairement, les bénéfices sont immenses et moi je dirais que l'humain va en avoir besoin de plus en plus parce que l'IA est une aide très précieuse dans la mesure où l'humain aujourd'hui n'a pas les capacités de traiter toute la quantité d'informations qui est présente aujourd'hui, et donc je dirais que l'IA c'est le meilleur allié de l'humain. Encore faut-il savoir bien l'utiliser et maîtriser ces technologies. Ça, on va en parler. IA, intelligence artificielle. On est au cœur du sujet Georges. dans la mesure où le rapport là, met bien l'accent, c'est un peu l'originalité de ce rapport-là. Il parle des données, il met les données au cœur des sujets d'intelligence artificielle. Les données, on commence à s'y intéresser tous. Quand on voit que Facebook laisse fuiter des données personnelles, ça nous inquiète tous. Facebook est un des grands acteurs aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de y compris en France d'ailleurs. Y compris en France, et y compris de la recherche fondamentale grâce à un éminent chercheur français qui s'appelle Yann Lequin, qui est prof à New York University, mais qui a ouvert un laboratoire en France. Donc tous ces acteurs-là de la donnée, les Google, les Facebook, les Microsoft ou IBM, on les retrouve aujourd'hui, ce sont eux qui deviennent les leaders mondiaux de l'IA. Pourquoi? Parce qu'ils ont ces quantités énormes de données et ils essayent d'en tirer quelque chose d'utile. Utile à leur business model ou utile à leurs clients. Donc le jeu, c'est d'aller les challenger, de créer nos propres champions? Le jeu, c'est déjà d'être aussi bon qu'eux quand il s'agit de lire les données, de leur trouver du sens et de l'utilité, qu'elle soit économique, sociale ou autre. On est très en retard en France aujourd'hui? Est-ce qu'on a commencé à travailler sur l'intelligence artificielle finalement? Est-ce qu'on a des champions aujourd'hui? Je dirais que je pense qu'il faut Notza avoir Boudjema. cette certitude en termes d'expertise et de savoir-faire et de connaissances. Au niveau français, très clairement, on peut même dire qu'on est en avance puisque les meilleurs viennent chercher, viennent recruter, viennent faire les contrats de collaboration. Donc, d'un point de vue niveau scientifique et compétences, très clairement, la France et l'Europe n'ont
absolument rien, en fait. Pourquoi on passe l'accélérateur là ? Le problème, il est sur le plan économique, c'est-à-dire qu'on est des avant-gardistes et on est des très bons sur le plan scientifique. On a une école mathématique, c'est pas un hasard si c'est Cédric Villani qui a piloté le dossier. Hein. C'est un des meilleurs mathématiciens français. Et l'IA, à la base, c'est des mathématiques, c'est des algorithmes. Simplement, on est très bon en recherche fondamentale, on a des brevets, on a des chercheurs à Grenoble qui font des choses extraordinaires en vision automatique, en traitement de la vidéo, mais sur le plan économique, on est des nains. On n'a pas su du tout aujourd'hui utiliser... je crois que le sujet est quand même un peu plus complexe parce que on a des champions. On a eu des champions en Europe. DeepMind, je rappelle que c'est européen. À Google depuis 2014. Mais justement, en fait, l'Europe a la capacité de générer des champions, mais ils sont très vite rachetés. C'est-à-dire que ARM et justement l'acteur industriel en robotique a été acheté par les Japonais. Donc en fait, tout ça c'est français. Européen. C'était français ou européen ? Voilà, je parle de France-Europe, donc là, en l'occurrence. Donc, dès que ça grossit un peu, dès que c'est prometteur, c'est racheté par les Américains, les Japonais ou les Chinois. Si je caricature, c'est ça. Seulement les Américains... Ça commence à venir sur les Japonais, les Chinois, ça émerge à peine sur la robotique. C'est essentiellement les Américains, c'est essentiellement ce qu'on appelle les GAFA, mais Google, Amazon, Facebook, Apple. Mais je pense qu'il ne faut pas justement focaliser sur les GAFA, parce que quand on regarde les questions de l'IA par rapport à la vision par ordinateur, une des plus grandes applications emblématiques, c'est le véhicule semi-autonome, en tout cas la conduite assistée. Donc là, les GAFA, donc en fait, c'est beaucoup plus large. Voilà, les applications dans l'IA aujourd'hui sont extrêmement présente en fait et très diffuse dans nos vies quotidiennes et ça va très loin. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, je confirme. On marque une pause, on va en discuter avec Hervé qui nous appelle notamment de Tours avec des idées très précises sur la question. À tout de suite. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. L'IA. L'intelligence artificielle, voilà le sujet dont on parle ce soir en compagnie de Notza Boudjema, qui est la directrice de l'Institut Dataya, et Benoît Georges, journaliste aux Échos, spécialisé donc dans l'IA. Habituez-vous, IA, intelligence artificielle, on va en parler évidemment beaucoup. On en parle avec Hervé maintenant. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Alors vous avez pas mal travaillé dans ce domaine, dites-vous, c'est-à-dire c'était un petit peu long parce que j'ai démarré avec, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque, les Amstrad. Oui, c'est les ordinateurs d'il y a 25 ans, oui. Ah ouais. Donc voilà. Mais je ne suis pas informaticien, ni logisticien, etc. Non, pas du tout. Vous nous disiez tout à l'heure au standard, il n'y a pas de moyen de s'en priver. Ouais. Aujourd'hui, ouais. Et la France est très en retard. Ouais. Et ça fait justement 25 ans que je dis exactement la même chose, que je le répète. Il faut absolument se manier, c'est pas possible. On a des mathématiciens, absolument hors normes dans ce pays. Il y a des tas de gens qui viennent d'autres pays se former en France. Et c'est incroyable, des logisticiens et tout ça. Mais on a les meilleurs du monde. C'est incroyable. Mais on n'arrive pas, c'est ce que disait Hervé tout à l'heure, Notza Boudjema, c'est ce que vous disiez. On n'arrive pas finalement à passer à la vitesse supérieure. Et vous me disiez même, ces très bons chercheurs, ces très bons professionnels, ils passent quoi, chez Google et chez les autres très rapidement, c'est ça, ils sont achetés très facilement. Et d'ailleurs, où ils partent chez les industriels, d'une part, ou alors ils partent dans des postes d'enseignants-chercheurs à l'étranger. Nous, dans l'Institut Dataya, effectivement, on a très vite développé des relations internationales dès le départ, et ça nous a permis d'avoir un benchmark international. Donc la question des salaires des chercheurs qui a été évoquée par le président de la République. Benchmark, c'est un outil de comparaison avec ce qui se fait ailleurs. Voilà, donc on s'est rendu compte, justement, donc notamment à Montréal, le rapport, la fourchette, je ne vais pas donner de chiffres, mais cela n'a aucune commune mesure avec les salaires des chercheurs en France. C'est vrai qu'il y a un problème pour les salaires. Et d'ailleurs, il était évoqué dans le rapport de Cédric Villani, il n'est pas dans les annonces d'Emmanuel Macron. Cédric Villani avait dit quelque chose qui, à mon avis, aurait pu aussi mettre le feu aux poudres des universités, et c'est peut-être pas le moment, qui était doubler les salaires des chercheurs en IA en début de
carrière. Mais si on fait que cela et qu'on fait pas les autres chercheurs, forcément... On les perd après, vous voulez dire. Non, on va perdre tous les autres. Ouais. On va énerver tous les autres. Et à mon avis, c'est un point... sur ce point-là, parce qu'il est essentiel. Il faut trouver une solution. Peut-être pas doubler. Mais il y en a une qui est intéressante dans ce qui a été dit, là pour le coup, qui a été repris par Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de permettre aux chercheurs de travailler une partie de leur temps avec l'industrie. C'est-à-dire d'avoir typiquement un exemple. Ça aussi, c'est un tabou en France. Hein. Oui, mais c'est en train de bouger. Le chercheur public, par exemple, a du mal à sortir du public pour aller vers l'industrie. Ça change beaucoup. Un exemple. Et même sa carrière s'arrête, etc. etc. Hein. Un seul exemple, Google DeepMind. DeepMind, c'est AlphaGo. AlphaGo, c'est ce programme qui a battu un humain au jeu de Go il y a 2 ans à Séoul. D'accord. Ils ont annoncé ce matin, le patron était en France aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils allaient ouvrir un laboratoire de recherche, c'est une filiale de Google, mais qui est britannique. Ils ouvrent un laboratoire de recherche en France, 15 personnes à partir du mois de septembre, qui sera dirigé par un Français qui est déjà aujourd'hui, d'un côté, chez DeepMind et à mi-temps à INRIA, l'institut où travaille NOSA. Donc ça existe déjà et il faut développer ça. C'est tout récent, ça. C'est tout récent. Justement parce qu'il y a les prémices de cette orientation, de cette volonté politique en France de le faire, parce qu'il était grand temps de le faire. Aujourd'hui, ils ont droit à 20% de leur temps. Il était très grand temps de le faire parce que il y avait cette difficulté-là d'être à la fois dans le monde académique et la recherche en tant que fonctionnaire. Donc là, c'est une question de vocation pour le service public, mais en même temps avoir des salaires quand même un peu compétitifs avec un travail dans l'industrie qui n'est pas incompatible. J'ai des questions très basiques à vous poser, pardonnez-moi de vous ramener un peu à ma réalité quotidienne, si j'ose dire, ou à celle de demain, ou à celle de dans 10 ans, je ne sais pas. On a des banquiers artificiels aujourd'hui, presque. Bon, on a des drones. Donc on a des pilotes artificiels. Vous me disiez demain la voiture, il y aura une voiture autonome, donc probablement une voiture sans chauffeur. Est-ce qu'on aura demain des journalistes artificiels ? Il y en a déjà. Il y en a déjà. Ils font juste des choses que les journalistes font pas d'habitude. Typiquement, Le Monde l'a utilisé sur des élections locales, parce que ce que c'est faire l'intelligence artificielle, c'est assez bête, souvent l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle n'est pas très très intelligente. Ce qu'elle sait faire, c'est prendre les résultats sous forme de tableau que vous avez dans une élection locale, dans une mairie ou dans un bureau de vote, ou bien de prendre les résultats du match de foot de vos enfants le week-end et en créer un article. C'est-à-dire à partir d'une feuille de match, ils peuvent vous générer un article. En fait, c'est une ligne éditoriale automatisée. C'est pas une ligne éditoriale. Alors, je suis pas du tout d'accord. C'est une ligne éditoriale, c'est pas ça. C'est simplement de dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'article sur les sites web des journaux. Vous aviez pas, il y a quelques années, les résultats du bureau de vote de votre village. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir. On va pas mettre un humain journaliste à chaque fois pour l'écrire. Pour le coup. Oui, ça, c'est plus un journaliste qui l'écrit. J'ai pris journaliste parce que c'est mon métier, mais c'est pas une bonne idée. Quels sont les autres métiers qui peuvent disparaître ou changer profondément ? Alors voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'ils vont disparaître ou est-ce qu'ils vont changer profondément ? Disparaître, c'est très difficile à dire parce qu'un métier, ce n'est pas qu'une tâche. On a tendance, une des définitions de l'intelligence artificielle historique, c'est de faire accomplir par des ordinateurs des tâches réservées jusqu'à présent à l'homme. Mais un métier, c'est pas une tâche. Dans votre métier, il y a des moments où vous parlez, il y a des moments où vous écrivez un texte, il y a des moments où vous lisez la météo, il y a des moments où je ne sais pas, où vous lancez une pub. Certains ont plus de valeur ajoutée que d'autres. Et c'est vrai pour tous les gens. Donc, il y a des tâches où effectivement la machine va les faire mieux que d'autres, mieux que nous. Et il y en a d'autres où elle ne les fera pas. Il y a des métiers de demain qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Très clairement. Donc, avec l'IA, il ne faut pas redouter Pour moi, c'est une transformation des métiers. C'est pas une question. Il y aura probablement une disparition de certains métiers que l'IA pourrait faire d'une manière assez avantageuse par rapport à l'humain, parce que ou c'est pas très qualifié, ou en fait c'est assez. On peut assez facilement l'automatiser, mais ça va créer aussi beaucoup d'emplois. En fait, par exemple, quand on dit l'IA, les données c'est un métier, les données, ça sort pas de nulle part. Les données, il faut les nettoyer, les données, il faut les annoter, il faut les agréger. En fait, voilà, quand on dit il y a beaucoup de données, eh bien, des données disponibles ne veut pas dire que les données sont exploitables. Il y a une grosse différence. Donc pour le que filtre reste humain ? Très clairement. Je vous pose la question, parce qu'on peut venir en douter à un moment. Très clairement. Alors, la machine ne peut pas nous remplacer sur la totalité de ce qu'est notre... Ça, c'est un fantasme. Je pense qu'il faut être assez clair que la machine qui va remplacer l'humain, c'est pas pour demain, ni même après-demain. Donc, l'humain, très clairement, d'un niveau intelligence, et même d'un niveau, je dirais, capacité algorithmique, ça n'a rien
n'avoir. C'est ce que je disais au début, en fait. C'est l'allié de l'humain. Mais d'ailleurs... Donc c'est de l'humain augmenté d'une certaine manière, mais ça ne doit jamais devenir de la machine qui prend en quelque sorte le contrôle. Je vous soumets juste une réflexion de Pierre qui nous appelait de Saint-Madin. Il faut changer le mot intelligence. C'est un outil formidable, mais il faut trouver un autre nom. Parce que l'intelligence, ça a quelque chose qui nous appartient à nous humains. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un débat. Il y a des chercheurs, il y a des experts qui disent ça vient du fait que c'est un mot anglais, intelligence service. C'est le traitement d'informations en fait dans le vocable anglo-saxon. En anglais, intelligence, ça n'a pas exactement le même terme que nous. Ce qui est vrai. En même temps, les peurs, elles sont un peu les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. Et ces craintes-là, ces débats sur l'emploi, on les retrouve aussi typiquement dans l'Amérique contemporaine. Merci à tous les deux. Je vous arrête là, pardon, parce que le temps, malheureusement, est terminé. Mais vous pouvez évidemment aller consulter en plus. Évidemment, j'imagine que vous avez un site pour Dataya, Notza Boudjema. Allez consulter le site. Depuis le début du mois de mars, on a une rubrique web spécialisée accessible depuis la page. Il faut s'adapter, évoluer pour l'IA et ne pas la contrer. Ça ne sert à rien. Benoît Georges est journaliste aux Échos. Il vous a signalé également l'existence d'un site et même d'une télé, je crois, d'une web télé. Quelques vidéos. Ah, c'est un début de web télé, quelques vidéos. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce dossier-là.